Un homme grièvement blessé titube hors d'une voiture en flammes. La fumée, le feu et les débris remplissent l'air. Dans la rue, à l'aube d'un jour d'été, une scène se déroule comme on l'imaginerait dans une zone de guerre. Mais ce n'était pas la guerre. C'était une tentative de meurtre. Le lieu du crime, un quartier paisible de Pensacola, une petite ville de Floride. John Gentry avait 37 ans et menait une vie dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Il était propriétaire d'une entreprise financièrement stable et entretenait une relation sérieuse avec une femme séduisante et accomplie prénommée Judy. Tous deux voyageaient ensemble, sortaient, s'amusaient. Pour John, tout semblait harmonieux et tranquille. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Le 25 juin 1983, Judy avait organisé une fête dans un restaurant de Pensacola pour l'une de ses employées. Elle et John avaient des obligations différentes pendant la journée et ils avaient convenu de se retrouver uniquement en soirée pour la célébration. Ils ont passé quelques heures avec leurs amis, puis se sont séparés. Judy est partie avec ses amis, tandis que John s'est dirigé vers sa voiture garée au bout de la rue, loin de l'entrée du restaurant. C'était Judy qui lui avait personnellement suggéré de se garer là, sous prétexte qu'il éviterait ainsi la foule. Ce fut un moment qui allait changer sa vie à jamais. Dès qu'il s'assit dans sa Ford Futura et alluma les phares, une puissante explosion déchira l'arrière du véhicule. 2 bâtons de dynamite, placés dans le coffre et connectés au système électrique de la voiture, ont explosé au moment où il alluma les feux. Par miracle, John a survécu. Des éclats ont atteint son cou, son dos et ses jambes. Blessé sous le choc, il tenta de rejoindre le restaurant, mais s'effondra sur le trottoir. Les secours arrivèrent rapidement et les ambulanciers le retrouvèrent couvert de sang et de cendres, luttant pour respirer. Alors que les médecins tentaient de le stabiliser, personne ne pouvait encore imaginer que cette explosion n'était pas un simple incident isolé, mais le début de la révélation d'une chaîne de morts tissée autour de Judy Buenoano depuis près de 20 ans. Derrière son sourire parfait et son comportement attentionné, se cachait l'une des tueuses en série les plus froides de l'histoire américaine. Judith Anna Lou Welty est née le 4 avril 1943 dans la petite ville de Quanah, dans l'État du Texas. Son père, Zia, travaillait dans une ferme et sa mère, qui portait également le prénom Judith, était une Amérindienne Apache de pure souche. Mais la présence maternelle dans la vie de Judy fut brève. Elle mourut de la tuberculose alors que Judy n'avait que 2 ans. Son petit frère Robert venait tout juste de naître. Après la mort de leur mère, la famille fut séparée. Les 2 frères aînés furent envoyés à l'orphelinat, tandis que Judy et Robert allèrent vivre chez leur grand-mère. Mais à l'âge de 12 ans, Judy fut reprise par son père, qui s'était remarié, et ils partirent vivre à Roswell, au Nouveau-Mexique. Ce qui devait être un nouveau départ devint un nouveau chapitre d'abus. Zia et sa nouvelle épouse se montrèrent brutaux envers Judy et son frère. Ils les battaient, les privaient de nourriture et les forçaient souvent à regarder les autres membres de la famille manger sans qu'eux n'aient droit à quoi que ce soit. Ce qui rendait la situation encore plus insupportable, c'était le sentiment d'injustice. Leurs demi-frères et demi-sœurs n'étaient pas traités de la même façon. Judy était bien consciente qu'elle ne faisait pas partie de leur famille. À 14 ans, un événement décisif se produisit. Dans un accès de colère et de désespoir, elle saisit une casserole d'huile bouillante sur la cuisinière et la jeta sur son père et d'autres membres de la famille. Puis, elle se mit à frapper, donner des coups de pied, faisant tout pour se défendre et faire souffrir ceux qui lui avaient fait du mal pendant des années. Pour cela, elle fut envoyée en prison pour adultes où elle passa 60 jours. Ensuite, elle fut transférée dans un centre de redressement pour mineurs qui servait également d'école secondaire. Elle y resta jusqu'à l'obtention de son diplôme, à l'âge de 16 ans, en 1959. Des années plus tard, son père déclara à la police que Judy n'avait jamais eu de problème sérieux, mis à part quelques mensonges. Mais la vérité sur ce qui s'était réellement passé entre les murs de leur maison resta floue. Judy affirma avoir subi de terribles abus, tandis que son père niait tout en bloc. Fait étrange, dans ses déclarations, il ne fit plus jamais mention du plus jeune frère, Robert, comme s'il n'avait jamais existé. Après sa sortie du foyer, Judy prétendit avoir obtenu des diplômes de doctorat en psychologie et en biochimie
et avoir été infirmière en chef dans un hôpital. Cependant, aucune de ces affirmations n'a jamais été prouvée. De plus en plus d'indices laissaient penser que Judy ne se contentait pas de mentir, mais qu'elle utilisait ses mensonges pour créer une image d'elle-même destinée à masquer sa véritable nature. Un masque qu'elle allait plus tard utiliser pour des desseins bien plus sombres. Après la fin de ses études, Judy retourna à Roswell et travailla comme aide-soignante dans un hôpital local. À l'époque, il n'était pas nécessaire d'avoir une formation médicale officielle pour ce poste, ce qui lui permit de se faire passer pour une professionnelle formée, sans vérification. Durant cette période, elle utilisa le nom d'Anne Schultz, car elle était en couple avec un homme nommé Arthur Michael Schultz. Bien qu'il ne soit pas marié, elle donna naissance à un fils, Michael, le 30 mars 1961. Sa relation avec Schultz ne dura pas, et Judy fit bientôt la connaissance de James Goodyear, un membre de l'armée de l'air américaine. Ils se marièrent l'année suivante, en 1962. James était alors stationné dans le Nebraska, puis la famille retourna s'installer à Roswell. Là, ils eurent leur premier enfant commun, un fils, James Jr., né le 16 janvier 1966. Cette même année, James adopta le petit Michael, qui prit alors le nom de famille Goodyear. En 1967, James fut muté à la base aérienne de McCoy, ce qui poussa la famille à déménager à Orlando, en Floride. Peu après, ils eurent une fille, Kimberly. En apparence, la famille menait une vie harmonieuse, jusqu'au départ de James pour une mission au Vietnam. Bien qu'il ait survécu à la guerre, James Goodyear ne survivra pas à son retour. En juin 1971, il revint du Vietnam, mais sa santé déclina brutalement quelques mois plus tard. Il commença à ressentir des nausées, des vomissements, des picotements dans les membres et une forte fièvre. Le 13 septembre, il fut admis à l'hôpital naval d'Orlando, mais malgré tous les efforts des médecins, il décéda 3 jours plus tard, le 16 septembre. L'autopsie révéla une congestion pulmonaire et une insuffisance rénale. La mort fut alors officiellement déclarée comme naturelle, mais comme on le découvrira plus tard, il n'y avait rien de naturel dans son décès. Pendant que James était au Vietnam, Judy avait entamé une liaison avec un homme de Pensacola, Robert Crawford. Leur relation fut interrompue temporairement lorsque James rentra, mais après sa mort, ils se revirent. Judy raconta à Robert que James était devenu dépendant aux drogues au Vietnam et que les médecins lui avaient administré des médicaments ayant provoqué une réaction fatale. Ce n'était qu'un mensonge de plus, destiné à masquer ses véritables intentions. Après la mort de James, Judy encaissa une importante somme provenant de plusieurs sources, 2 polices d'assurance vie de 13 000 $ chacune, une autre de 10 000 $, des indemnités pour les survivants d'un montant supérieur à 62 000 $, ainsi que 90 000 $ provenant d'un incendie ayant ravagé leur maison à Orlando. Un incendie qui deviendra lui aussi l'objet de soupçons. Avec les funérailles de James se refermait un chapitre du plan meurtrier de Judy. Ce qui allait suivre allait révéler l'ampleur de sa cruauté et de sa cupidité. Peu après la mort de James, Judy se rapprocha encore davantage de Robert Crawford, mais elle le rejeta rapidement après avoir fait la connaissance de Bobby Joe Morris par son intermédiaire. Judy déménagea à Pensacola et entama une relation avec Bobby, laissant Robert derrière elle. Après quelque temps, Judy et Bobby Joe achetèrent une maison et s'installèrent à Trinidad, dans l'État du Colorado. C'est là que Judy allait à nouveau mettre en œuvre son schéma mortel. Dès décembre 1967, soit 1 mois seulement avant que Bobby Joe ne commence à présenter des signes de maladie, Judy visita plusieurs compagnies d'assurance et souscrivit plusieurs polices de vie à son nom. Lors de la signature, elle déclara s'appeler Judy Morris et affirma être mariée à Bobby Joe, bien qu'aucune preuve officielle ne vienne corroborer cela. Elle apportait les documents déjà remplis, affirmant que son mari les signerait. Le 4 janvier 1968,
Bobby Joe fut admis à l'hôpital San Rafael avec des symptômes graves. Les médecins suspectèrent d'abord une pancréatite causée par la consommation d'alcool, mais les résultats toxicologiques révélèrent qu'il n'avait ni alcool ni drogue dans le sang. Le lendemain, il devint désorienté et Judy déclara alors au médecin qu'il était alcoolique sévère. On commença donc à traiter son cas comme un syndrome de sevrage, mais les symptômes devinrent de plus en plus étranges. Pendant son hospitalisation, Bobby Joe souffrit d'une infection urinaire et d'une éruption cutanée. Après 2 semaines et demie, son état s'améliora temporairement et il fut renvoyé chez lui. Mais dès son retour, il retomba malade. Le 23 janvier, il s'effondra pendant le dîner. 5 jours plus tard, il mourut à l'hôpital. Les médecins témoigneront plus tard qu'ils avaient alors suspecté un empoisonnement à l'arsenic, car les symptômes correspondaient, mais cette hypothèse paraissait alors trop improbable. Officiellement, la cause du décès fut attribuée à une hypotension sévère et une acidose métabolique, des causes naturelles, du moins sur le papier. Comme à son habitude, Judy encaissa immédiatement après la mort de Bobby Joe 3 polices d'assurance vie. Elle utilisa l'argent pour continuer à construire sa nouvelle vie. Durant l'été 1968, elle se consacra à la préparation de la prochaine phase de son plan. Elle changea son nom de famille ainsi que ceux de ses enfants. Michael, James Jr. et Kimberly, en Buenoano, une version hispanique du nom Goodyear. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une traduction littérale, Judy affirmait que Buenoano signifiait justement cela. En juin de la même année, en utilisant l'argent de l'assurance vie de Bobby Joe, elle acheta une maison à Gulf Breeze, une petite ville située sur une péninsule au bord du golfe du Mexique, entre Pensacola et Pensacola Beach. C'est là que son parcours meurtrier allait prendre un tournant encore plus sombre. Michael, le fils aîné de Judy, n'eut pas une enfance facile. Né hors mariage, il grandit avec une mère qui le considérait comme un fardeau. Bien qu'il n'ait jamais eu de diagnostic officiel, il présentait un développement plus lent, nécessitant davantage d'attention et de compréhension, ce dont il manqua cruellement. À 18 ans, Michael s'engagea dans l'armée américaine. En juin 1979, il commença une formation pour devenir spécialiste du traitement de l'eau. Après avoir terminé sa formation de base, il rendit visite à sa mère à Gulf Breeze fin octobre. Peu après, il commença à ressentir des picotements dans les mains et les jambes et son état empira rapidement. Le 6 novembre, il se présenta à l'hôpital militaire de Fort Benning, mais ne fut pas retenu. Toutefois, quelques jours plus tard, il y retourna avec des symptômes aggravés, nausées, vomissements et perte croissante de contrôle de ses membres. Les médecins décidèrent alors de le garder et commencèrent les examens. Dans les semaines suivantes, son état continua de se détériorer. Il développa une parésie des 4 membres, une paralysie partielle qui laisse des sensations, mais limite fortement les mouvements. Bien qu'il ait passé des tests neurologiques et toxicologiques, les résultats restèrent indéterminés. Il est important de souligner que les tests toxicologiques standards n'incluent pas les poisons rares comme l'arsenic, mais uniquement les substances les plus courantes. En décembre, Michael développa une légère anémie et une diminution du nombre de globules blancs. En janvier, il fut transféré au célèbre centre médical militaire Walter Reed, où les médecins remarquèrent des lignes blanches sur ses ongles, un signe classique d'un empoisonnement à l'arsenic. Les tests effectués sur ses cheveux et ses ongles révélèrent que les niveaux d'arsenic dans son organisme étaient 7 fois supérieurs à la normale. L'hypothèse initiale était qu'il s'était empoisonné pendant sa formation, car une substance appelée arsenite de sodium était utilisée lors des exercices en laboratoire. Cependant, l'analyse d'un échantillon de cheveux permit de déterminer le moment exact de l'exposition, à la mi-octobre, ce qui correspondait précisément à la période durant laquelle Michael était chez sa mère à Gulf Breeze. La conclusion fut sans équivoque:
Michael n'était pas une victime accidentelle de contamination, mais avait été empoisonné à la maison. Bien que sa vie ait été sauvée, il resta gravement handicapé. Il portait des attelles aux jambes, utilisait des dispositifs spéciaux pour ses bras et suivait une thérapie quotidienne. Après avoir été démobilisé de l'armée, il retourna vivre chez sa mère et poursuivit son traitement à l'hôpital pour anciens combattants locaux. Mais Judy n'en avait pas fini avec lui. Le 14 mai 1980, elle emmena Michael et James Jr. faire une promenade en canoë sur la rivière East River, près de Gulf Breeze. Michael, qui portait de lourdes prothèses orthopédiques, ne savait pas nager et était particulièrement vulnérable dans l'eau. Malgré cela, Judy et James portaient des gilets de sauvetage, mais pas Michael. Selon le témoignage de Judy, le canoë aurait heurté une branche submergée, se serait retourné et aurait frappé James au cou, tandis qu'elle avait réussi à sauver son fils cadet. Michael, affirma-t-elle, avait disparu sous l'eau. Son corps fut retrouvé quelques heures plus tard. Ses attelles l'avaient entraîné au fond et il n'était jamais remonté. Bien qu'elle ait déclaré qu'il portait un gilet de sauvetage, il sera révélé plus tard que ce n'était pas vrai. Une fois de plus, Judy avait préparé des polices d'assurance. La police militaire s'élevait à 20 000 $. En plus, elle possédait 2 polices privées, l'une de 30 000 $ et une autre assortie d'un supplément en cas d'accident, soit 20 000 $ supplémentaires. La mort d'un fils, noyé accidentellement, signifiait donc un versement complet. Avec cet argent, elle ouvrit un salon de beauté à Pensacola qui allait bientôt devenir sa principale couverture, derrière laquelle, sous une façade paisible et professionnelle, de nouveaux crimes se tramaient. En février 1981, dans une boîte de nuit de Pensacola appelée The Merry-Go-Round, Judy fit la connaissance de John Gentry. Il avait alors 34 ans, était divorcé, père de 2 enfants et un entrepreneur prospère dans la vente de revêtements de sol et de papier peint. Ils entamèrent rapidement une relation et après 6 mois, John emménagea chez elle, dans sa maison de Whisper Pine Drive à Gulf Breeze. Pendant 1 an et demi, ils vécurent comme un couple parfait, harmonieux, heureux et prospère. Mais à la fin du mois de décembre 1982, John tomba soudainement malade et fut hospitalisé pendant 2 semaines. Bien qu'il se soit rétabli, quelque chose avait changé chez Judy. Elle devint distante, indifférente. John envisageait même de rompre, jusqu'à ce qu'un nouveau rebondissement survienne. Le 25 juin 1983, Judy se présenta dans la cour à bord de sa Corvette blanche et annonça à John qu'elle était enceinte. Elle lui proposa qu'ils se marient lors de la croisière qu'ils planifièrent bientôt, puis, dans la même journée, elle évoqua aussi l'avortement. John lui répondit qu'il ne souhaitait pas qu'elle avorte, mais qu'il comprenait que la décision finale lui revenait. On découvrira plus tard qu'elle n'était pas du tout enceinte. Tout n'était qu'un mensonge. Après cette conversation, ils allèrent au cinéma, puis déjeunèrent avant de rentrer chez eux. Judy partit ensuite pour son salon, tandis que John se prépara pour la fête que Judy organisait pour l'une de ses employées. Ils s'étaient mis d'accord pour s'y retrouver plus tard. Quand il arriva au restaurant, le Driftwood, Judy lui dit de ne pas se garer devant, mais un peu plus bas dans la rue, sous prétexte d'éviter la foule. John suivit son conseil. Il gara sa Ford Futura à l'autre bout du parking et entra dans le restaurant. Quelques heures plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Judy lui annonça qu'elle partait avec ses amis, et John proposa d'acheter une bouteille de champagne pour célébrer à leur retour. Il monta dans sa voiture, mit le contact. Tout semblait normal, mais au moment d'allumer les phares, une explosion retentit. 2 bâtons de dynamite, reliés au câble des feux de position, firent exploser l'arrière du véhicule. Des éclats volèrent vers l'avant, frappant John au cou et au dos. En sang, complètement désorienté, il pensa d'abord que la batterie avait explosé. Il parvint à sortir de la voiture et tenta de rejoindre le restaurant mais s'effondra.
Les secours arrivèrent rapidement et le transportèrent à l'hôpital. Alors que John, grièvement blessé, reposait dans son lit d'hôpital, la police lança une enquête. Ils remarquèrent que Judy avait garé sa Corvette blanche à 2 rues de là, dans un quartier connu pour être fréquenté par des sans-abri. Il semblait étrange qu'une femme comme elle, conduisant une voiture de luxe, ait laissé son véhicule à cet endroit, alors que des places étaient disponibles près du restaurant. Ce fut le premier signe de soupçon. John était stable, mais grièvement blessé. Des éclats avaient endommagé son côlon et un rein. Après 4 jours de convalescence, il fut prêt à parler. Et c'est alors que les détectives découvrirent une information choquante. Judy avait souscrit, à son insu, une assurance vie à son nom, d'un montant de 500 000 $. John pensait qu'ils avaient conjointement souscrit une police d'assurance d'un montant de 100 000 $, censé couvrir les dettes de leur entreprise en cas de décès de l'un d'eux. Mais Judy avait discrètement annulé cette police et en avait contracté une nouvelle, 5 fois plus élevée. En outre, John l'avait désigné comme bénéficiaire dans son testament, ce qui lui garantirait la moitié de sa société, estimée à 750 000 $. Il était désormais évident qu'il ne s'agissait pas d'amour, mais d'un meurtre prémédité, motivé par l'argent. Et à mesure que les détectives creusaient plus profondément, ils découvraient des couches de tromperie, de mort et de mensonges remontant sur plusieurs décennies. Les soupçons à l'égard de Judy se multiplièrent rapidement. Après avoir appris l'existence de l'assurance vie et remarqué le stationnement inhabituel de son véhicule, les enquêteurs décidèrent d'examiner de plus près son passé. Ce qu'ils découvrirent choqua même les enquêteurs les plus chevronnés. Après sa convalescence, John Gentry commença à repenser à sa mystérieuse maladie survenue juste après Noël de l'année précédente. Il se souvenait que Judy lui avait alors donné chaque jour des capsules de vitamines, affirmant qu'elles renforceraient son système immunitaire. Mais c'est précisément après avoir commencé ces capsules qu'il avait commencé à se sentir de plus en plus mal. Lorsqu'il réalisa que celles-ci pourraient être en cause, il cessa de les prendre, mais ne les jeta pas. Il en conserva quelques-unes dans le tiroir de son bureau. Il en informa les enquêteurs qui envoyèrent immédiatement les capsules à une analyse toxicologique. Les résultats confirmèrent les pires soupçons. Les capsules contenaient de l'arsenic et du paraformaldéhyde, 2 substances toxiques qui, combinées, peuvent provoquer de graves symptômes d'empoisonnement, voire la mort. La police obtint alors un mandat de perquisition pour la maison de Judy à Gulf Breeze. Sur place, ils découvrirent des outils d'électricien et des fils correspondant à ceux utilisés pour connecter les explosifs dans la voiture de John. Ils trouvèrent également un flacon contenant les mêmes vitamines que celles données à John, et les analyses confirmèrent également la présence d'arsenic dans ces dernières. Judy fut immédiatement arrêtée et inculpée pour tentative de meurtre. Pourtant, ce n'était qu'un début. Les détectives étaient désormais convaincus que John n'était pas sa seule cible, qu'il y avait un motif récurrent, un schéma, peut-être même une série de meurtres. Ils commencèrent à remonter le temps, à vérifier toutes les personnes liées à Judy et mortes dans des circonstances suspectes. Rapidement, une correspondance effrayante émergea. Tous ses maris, partenaires ou membres de sa famille décédée avaient une chose en commun. Judy avait souscrit une assurance vie à leur nom. Et à chaque fois, l'argent finissait sur son compte. La police ordonna l'exhumation des corps de James Goodyear, Bobby Joe Morris et du fils de Judy, Michael. Les premiers rapports médicaux n'indiquaient aucun décès violent, mais cela était avant que l'arsenic ne devienne un élément central de l'enquête. Les cheveux, les ongles et les tissus des défunts révélèrent une vérité choquante. Tous présentaient des taux élevés d'arsenic dans l'organisme au moment de leur décès. Judy les avait systématiquement et lentement empoisonnés, dans le but d'encaisser l'argent des assurances-vie. Certains étaient morts rapidement, d'autres lentement, mais tous avaient un point commun.
la confiance qu'ils avaient accordée à une femme qui les avait tués de sang-froid. Désormais, avec des preuves physiques, des analyses toxicologiques, des polices d'assurance et des témoignages, il était enfin clair que Judy Buenoano n'avait pas seulement tenté d'assassiner John Gentry. Elle était une empoisonneuse en série et son mobile, la cupidité et le besoin de contrôle avaient entraîné la mort d'au moins 3 personnes, probablement davantage. Le premier procès intenté contre Judy fut celui pour le meurtre de son fils Michael. Le ministère public disposait de preuves solides. Les analyses toxicologiques indiquaient la présence d'arsenic dans son corps et son état de santé avant sa mort était clairement lié à un empoisonnement. Judy affirmait que Michael portait un gilet de sauvetage et s'était noyé après l'accident de canoë. Mais les preuves médico-légales racontaient une autre histoire. Le corps de Michael fut retrouvé juste sous l'endroit où le canoë s'était retourné, ce qui suggérait qu'il ne s'était pas déplacé ni débattu contre le courant. Son corps avait simplement coulé, comme s'il avait été jeté à l'eau. Ses lunettes, cependant, furent retrouvées presque 8 mètres plus loin en aval, ce qui laissait penser que le choc ou la poussée avait été violente. Les enquêteurs pensaient que Judy et son fils James Jr. l'avaient simplement poussé dans l'eau, sachant qu'il ne pourrait pas flotter à cause de ses appareils orthopédiques. La combinaison de l'empoisonnement et de la noyade n'était pas un hasard, mais un calcul parfait. Et c'est précisément cette préméditation qui choqua le plus les jurés. Après un procès rapide, Judy fut reconnue coupable du meurtre de Michael et condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Mais ce n'était pas fini. Peu de temps après, les autorités exhumèrent le corps d'un homme nommé Gerald Dossett, un autre ancien compagnon de Judy, décédé soudainement en 1980. Mais dans ce cas, les tests furent négatifs. Aucun poison ne fut retrouvé. Les soupçons subsistèrent. Mais comme Judy attendait déjà de nouveaux procès, l'affaire ne fut pas poursuivie. Ensuite vint le procès pour tentative de meurtre de John Gentry. Les preuves contre Judy étaient encore plus accablantes. Les capsules empoisonnées, les explosifs reliés à ses outils, le témoignage de John concernant l'assurance dont il ignorait l'existence, et le fait qu'elle l'avait délibérément conduit à se garer loin du restaurant. Tout indiquait un crime minutieusement planifié. Le jury n'eut aucun doute en la déclarant coupable, et le juge lui infligea 12 années de prison supplémentaires à purger en plus de sa peine de réclusion à perpétuité. Son fils, James Jr., fut également arrêté, soupçonné d'avoir aidé à jeter Michael à l'eau, ainsi que d'avoir participé à l'installation des explosifs dans la voiture de John. Cependant, faute de preuves concrètes, il fut acquitté lors d'un procès distinct. Enfin, Judy fut jugée pour le meurtre de James Goodyear, son premier mari. Les analyses toxicologiques, le témoignage d'une ancienne amie et une série de schémas récurrents dans chacun de ces crimes constituaient un acte d'accusation accablant. Lors du procès, Mary Beverly Owens, autrefois proche amie de Judy, témoigna et raconta des détails stupéfiants. Judy lui avait un jour avoué avoir empoisonné James Goodyear. Elle lui avait également confié avoir tué sa propre mère à coups de hache, ce qui aurait conduit à son placement dans un centre pour mineurs. Elle prétendait avoir trafiqué de la drogue pour la mafia avec Bobby Joe. À l'époque, Mary n'avait pas cru à ces histoires, les prenant pour les divagations d'un esprit perturbé, jusqu'au jour où elle vit le nom de Judy dans les journaux télévisés. Lorsque Judy lui proposa d'empoisonner à son tour son propre mari, Mary coupa immédiatement les ponts, mais prit soin de noter tout ce qui avait été dit. Après l'arrestation de Judy, elle se manifesta auprès des autorités, et son témoignage renforça considérablement l'accusation. Lors de ce troisième procès, Judy fut à nouveau reconnue coupable, mais cette fois, la peine prononcée fut la peine capitale. Après cette dernière condamnation, Judy Buenoano devint officiellement l'une des tueuses en série les plus froides et les plus calculatrices de l'histoire judiciaire américaine.
Elle fut condamnée à mort pour le meurtre de James Goodyear, tout en purgeant déjà une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat de son fils Michael, avec 12 années supplémentaires pour la tentative de meurtre de John Gentry. Elle passa les 12 années suivantes derrière les barreaux, multipliant les recours et tentatives d'annulation des verdicts, sans jamais obtenir gain de cause. Durant toute cette période, elle ne reconnut jamais sa culpabilité, pour aucun des faits reprochés. Jusqu'à son dernier souffle, elle clama son innocence, refusant de faire face à une vérité que les preuves avaient pourtant déjà solidement établie. Le 30 mars 1998, le jour même de son anniversaire, Judy fut exécutée sur la chaise électrique dans une prison de Floride. Elle fut la première femme exécutée dans cet État depuis plus de 40 ans et l'une des rares femmes à avoir été condamnée à mort puis exécutée dans l'histoire récente des États-Unis. Après sa mort, les enquêteurs relièrent au moins 2 autres anciens compagnons de Judy, dont les corps, une fois exhumés, révélèrent également des traces d'arsenic. Mais comme Judy était déjà décédée, les procureurs décidèrent de ne pas engager de nouvelles poursuites, considérant que justice avait été rendue. L'affaire Judy Buenoano laissa une empreinte durable dans l'opinion publique, ainsi que chez les enquêteurs et les experts médico-légaux. Elle n'était pas une tueuse ordinaire, elle était méthodique, froide et une manipulatrice redoutable. Chacun de ses partenaires avait été séduit par son charme, son sourire trompeur et ses récits de réussite, tandis qu'en coulisses, elle préparait lentement leur fin, toujours avec le même objectif, la cupidité. Ce qui rend cette histoire encore plus effrayante, c'est que ses victimes étaient ceux qui lui faisaient le plus confiance, un mari, un fils, des amants. Tous sont morts sans jamais soupçonner que la personne qui partageait leur repas, leur lit et se présentait comme leur famille préparait en secret leur mort. Judy Buenoano a vécu jusqu'à la fin dans son mensonge et elle est partie dans la mort sans jamais exprimer